Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des lundis de Ruralytique. Aujourd'hui, autour de Fabien Ferrazza, qui est responsable du secteur public chez DocaPost, filiale du groupe La Poste, et qui va nous présenter dans un contexte quasiment d'urgence, puisque je crois, vous nous le redirez Fabien, mais l'appel à projet se termine à la fin du mois, enfin, l'appel à candidature. Autour de la question du socle numérique de base des écoles élémentaires. Donc, suite à peut-être un certain nombre de constats de carence en termes d'équipement, de matériel, de logiciels dans un certain nombre d'écoles qui les ont fragilisés pendant les périodes de confinement, a été lancé donc un appel à projet pour mettre tout le monde à niveau le plus vite possible. Et donc, le DocaPost s'est mobilisé pour proposer aux élus et aux directeurs d'école des solutions clés en main leur permettant de se mettre rapidement à niveau. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. La parole est à Fabien Ferrazza pour 30 minutes de présentation. Merci Sébastien, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En effet, donc je suis Fabien Ferrazza, je dirige le secteur public chez DocaPost, filiale du groupe La Poste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma contribution est de partager de 2 ans de travail qu'on a réalisé avec près de 60 écoles pour poser le diagnostic de leurs besoins, mais également de mettre en écho les orientations que le ministère peut avoir dans le développement des usages numériques au sein de ses établissements scolaires. Voilà. Écoutez, donc, je propose 2 points assez rapides. Le premier point, c'est que très souvent, on me pose la question d'abord qui est DocaPost. Et le deuxième point, c'est de rentrer véritablement dans le sujet de l'appel à projet qui a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale fin du mois de janvier et dont le dépôt des offres ou des besoins exprimés par les communes, les EPCI, les groupements pédagogiques intercommunaux pourront être réalisés dès le 31 mars. Alors, DocaPost est une filiale du groupe La Poste qui est spécialisée dans le domaine du numérique, c'est-à-dire qu'elle a été créée il y a une vingtaine d'années pour accompagner le groupe La Poste dans sa transformation numérique. Et au fur et à mesure, au final, DocaPost s'est spécialisé dans le déploiement de solutions digitales pour nombre de clients avec près de 6500 collaborateurs répartis en France. On est un acteur territorial et bien entendu, nous agissons en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer. DocaPost, au final, a plusieurs priorités stratégiques. C'est apporter ses services de confiance dans le numérique auprès de tous les acteurs, et notamment les acteurs du secteur public. Nous accompagnons depuis maintenant plus de 2 décennies sur un certain nombre de grands projets structurants, ou par exemple la distribution de services comme des outils de signature électronique, de parapheurs électroniques qu'on peut trouver dans de nombreuses communes aujourd'hui. Pour le secteur public, pour faire simple, nous avons à la fois les services de l'État, les services de la sécurité sociale et les acteurs du secteur public local, dont vous faites partie. Et nous avons près de 18 000 clients actifs. Et surtout, ce qui est important dans notre proposition de valeur, c'est qu'en tant qu'acteur français, filiale du groupe La Poste, on se positionne comme un tiers de confiance, parce qu'on sait que le sujet de la transformation numérique est sensible au regard des données que nos clients nous confient, clients qui nous confient des données qui sont aussi, acceptées dans leur utilisation par les usagers, puisque ce sont d'abord les usagers qui consentent à confier leurs données, et nous mettons un point d'orgue à protéger l'ensemble de ces données et à être tiers de confiance. Les 2 enjeux que nous proposons au secteur public sont assez simples, et ça va être en lien avec notre échange. Nous proposons des services pour optimiser d'abord la gestion publique, puisqu'on a vu pendant la période Covid que des acteurs publics, mais plus largement tous les acteurs, pouvaient être démunis de solutions permettant, par exemple, de télétravailler ou de réaliser un certain nombre de tâches à distance. Et dans ces conditions-là, de pouvoir continuer à proposer nos services pour à la fois gérer, on va dire, l'immédiateté et la distance dans les services numériques qui peuvent être proposés.
Et puis la promesse que l'on fait, c'est qu'au final, pour les acteurs publics, le vrai sujet, c'est de comment savoir intégrer le digital dans les politiques publiques. Et donc là, nous sommes un opérateur de plateformes et de plateformes de services numériques auprès des acteurs publics. Alors, parmi ces plateformes de services à l'usager, on a fait de l'éducation, de la formation et de la jeunesse plus globalement une priorité stratégique que j'ai résumée en 3 points, c'est-à-dire des cas concrets. C'est que depuis plusieurs années, nous sommes opérateurs de conseils départementaux et conseils régionaux qui nous ont fait la demande de pouvoir équiper les collégiens, mais également les lycéens, pour mettre à disposition des cartes. On appelait ça avant les chèques collèges. Et avec le numérique ou le chèque lycée, et avec le numérique, en fait, il nous a été demandé de pouvoir dématérialiser en quelque sorte cette relation et cette carte, permettant aux collégiens et à leurs parents, par exemple, de pouvoir bénéficier de services comme disposer un dictionnaire, commander un ordinateur, tous les services que les conseils départementaux ou les conseils régionaux souhaitent apporter à ces collégiens et ces lycéens. Et par ce type de plateforme, nous gérons près de 2 millions de comptes hébergés, bien entendu, et sécurisés dans nos data centers en France. La deuxième histoire, pour vous partager avec vous l'ambition que l'on a, c'est depuis le mois de décembre, est entrée dans le giron de DocaPost une société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la société Index Éducation, mais qui est plus connue sous le nom de Pronote. C'est l'application qui est aujourd'hui utilisée par près de 80% des collèges et des lycées en France, où en fait, c'est un système d'information qui relie collégiens, parents à la communauté éducative et qui permettent de suivre en temps réel les travaux réalisés par les enseignants sous le contrôle du chef d'établissement, bien entendu, et qui permet de gérer l'envoi de bulletins, la formalisation des notes que nos enfants, je vois ma fille, des fois, les difficultés à me montrer son application au motif que je peux voir, bien entendu, les notes et les devoirs qu'elle obtient. Mais tout ça est un système d'information qui a été demandé depuis près de 20 ans par les collèges et les lycées. Et DocaPost, in fine, avec Index Éducation, propose ce système d'information pour les collèges et lycées. Et puis, plus récemment, la troisième initiative pour vous partager l'action que l'on mène et qu'on ne sait pas nécessairement, pendant la période Covid, donc au mois de mars, bien entendu, les écoles ont fermé et s'est posé la problématique de savoir comment relier les enfants, ou du moins les familles qui n'avaient pas nécessairement d'outils numériques à leur disposition pour permettre aux enfants de suivre les cours, de réaliser leurs devoirs. Et on a créé une plateforme qui s'appelle Devoirs à la maison, qui a permis d'équiper près de 21 000 utilisateurs de l'éducation nationale qui ont pu, en quelque sorte, télécharger des devoirs. Et dans nos centres, on a pu les imprimer, les mettre sous pli, et dans les conditions qui étaient les nôtres au mois de mars et pendant cette période Covid, de les distribuer aux élèves qui ont eu la capacité de réaliser leurs devoirs et de nous les remettre pour permettre de les dématérialiser, les mettre à disposition des utilisateurs de l'éducation nationale et qu'ils puissent suivre, en fin de compte, assurer cette continuité pédagogique. Et par cette plateforme, on a pu donner ce service à près de 50 000 familles qui étaient complètement dépourvues d'outils numériques. Alors, tout ce contexte nous amène au sujet de l'appel à projet, c'est-à-dire que si DocaPost se met en capacité de proposer des outils de gestion et de services numériques en relation avec les usagers, c'est poser la question du besoin exprimé par les écoles primaires et les communes qui exprimaient un besoin de se doter de plusieurs éléments afin de fonctionner dans les meilleures conditions. Pour ce faire, on a réalisé une expérimentation auprès de 60 écoles sur l'expression des besoins qui pouvaient avoir lieu dans les écoles et regarder aussi les équipements qui seraient nécessaires à optimiser leur fonctionnement et à intégrer le numérique dans leur politique d'établissement. La première chose qui est apparue assez simplement, c'est que les écoles élémentaires étaient, je ne dirais pas largement, mais étaient assez dépourvues en matière de système d'information pour permettre de gérer cette relation entre la communauté pédagogique
la vie de l'établissement, et puis les parents et les élèves. Ça, c'est un élément important parce que concrètement, lorsqu'on déploie un système d'information comme celui-ci, il faut absolument intégrer toutes les fonctionnalités qui sont demandées par la communauté pédagogique, mais également d'entendre les besoins d'immédiateté que les parents peuvent avoir vis-à-vis de la vie de l'enfant au sein de l'école. Et assez simplement, on est parti, en fin de compte, de la plateforme de services qu'on a montée pour les collèges et les lycées, qui s'appelle Pronote, et on a spécifié les services qui pouvaient être différents des collèges et des lycées pour les adapter aux écoles alimentaires. C'est en ce sens que vous voyez un portail qui peut être accessible depuis Internet ou une application mobile pour à la fois gérer l'ensemble des services qui étaient demandés pour l'établissement. Et ce qui était très important, c'était de ne pas voir l'école comme un environnement fermé, mais comme un environnement ouvert, capable de dialoguer aussi avec l'éducation nationale, avec l'inspection d'académie, mais également les communes. Parce qu'à la différence des départements et des régions qui gèrent directement les collèges et les lycées, on sait parfaitement que les communes, dans le processus de relation à la famille, gèrent aussi un certain nombre d'actions comme l'inscription scolaire, comme la cantine scolaire, comme la gestion des activités péri- et extrascolaires. Et il fallait absolument que, vu de l'usager, c'est-à-dire les parents, la famille, il fallait ce qu'on a appelé un parcours sans couture, permettant de relier les différents systèmes d'information. Et on s'est aperçu que peu ou prou, un certain nombre de communes, un grand nombre de communes, demandaient à disposer aussi de leur propre système d'information pour pouvoir gérer l'établissement et se connecter au service de la mairie. Alors concrètement, notre position est de se tourner autour des usages qui sont demandés. C'est-à-dire qu'on ne plaque pas une organisation administrative pour proposer les services. C'est en fonction des demandes qui sont faites, à la fois par la communauté pédagogique, c'est ce qu'on a mis sous le terme pédagogie, où vous voyez par exemple la mise à disposition d'un cahier de texte, une bibliothèque de QCM, puisque les enseignants souhaitent aussi échanger et transmettre un certain nombre de devoirs, par exemple, aux élèves. Bien entendu, ce qui est au cœur de la vie de l'établissement, c'est l'emploi du temps, qui est à la fois partagé par l'équipe qui est pédagogique, mais avec les parents, et toute une série de services qui répondent peu ou prou à la demande des écoles. Et bien entendu, très souvent, on peut oublier qu'il y a une vie de l'établissement et une vie scolaire qui est rythmée par des actes qu'on a tous vécus, en quelque sorte, quand on était à l'école, comme la question de l'appel, des alertes qui peuvent être communiquées aux parents sur la question de l'assiduité, par exemple, des suivis d'incidents qui peuvent être communiqués très rapidement aux parents, et tous les éléments administratifs que l'école peut délivrer aux parents. Et puis le dernier axe qui est très important, c'était de pouvoir gérer cette immédiateté entre l'école, les parents, sur la mise à disposition d'informations qui étaient nécessaires au final, nécessaires du point de vue de l'équipe pédagogique d'informer les parents, mais aussi des parents de demander un certain nombre d'informations. Et au final, les deux environnements, les deux équipes, parents et équipe pédagogique, se rejoignent grâce au numérique, en disposant par exemple d'une messagerie instantanée, des agendas, des sondages, et bien entendu, de pouvoir échanger sur certains services avec la mairie. Je prends un exemple des communes qui nous ont demandé un canal de communication avec la mairie pour, par exemple, demander des travaux assez rapidement, afin que les équipes techniques dans les mairies puissent intervenir ou programmer les travaux selon le calendrier qu'ils pouvaient avoir. Donc, ce système d'information est un système d'information complet et qui peut venir aussi s'enrichir d'autres briques de services. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors, en termes de services, on a pensé le sujet aussi, donc d'abord vu les besoins exprimés par l'équipe pédagogique, parce que derrière, ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est un peu un tableau de bord des différents éléments ou des données qu'ils peuvent avoir sur leur classe,
et leur donner des outils pour imprimer des documents, etc. etc. Donc ça, c'est vu de la part de l'enseignant. Bien sûr, le sujet va aussi vers vis-à-vis des familles. On a une vingtaine de services qui sont développés, mais on voit que certains services sont plus prioritaires que d'autres. C'est-à-dire que les parents ont accès immédiatement à l'ensemble des informations saisies par l'équipe pédagogique et peuvent avoir accès aux cahiers de liaison, au bloc de la classe, aux devoirs à faire, et puis à tous les bilans et les certificats qui peuvent être téléchargés. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est de donner de la visibilité au directeur et à la directrice ou la directrice de l'école sur l'ensemble de l'activité de l'école. Puisqu'on peut avoir une gestion par classe, mais la vision globale qu'on peut avoir sur une école sont des informations très importantes à la main du directeur ou de la directrice de l'école. Voilà assez simplement, on va dire en résumé, les services. Je ne vais pas m'apesantir, mais ce qui est important, c'est ce qu'on a construit, c'est vraiment cette alliance entre l'équipe pédagogique, le sujet de la vie d'établissement et la relation avec les familles. Et bien entendu, quand on parle de numérique, il est très important d'avoir un logiciel qui soit ouvert vers l'extérieur. Ça veut dire quoi, ouvert sur l'extérieur? Ça veut dire qu'il soit connectable à d'autres services qu'une commune, qu'une école pourrait avoir besoin. Parce qu'on ne prétend pas tout faire, mais par contre, on sait se connecter à différents outils qu'ils viennent du ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, lorsque vous activez cet outil, vous devez vous connecter à un service qui s'appelle le service Monde. Je pense que je pourrais partager les informations avec notre collègue de l'île de la Réunion, qui est au niveau du rectorat. Mais par exemple, dans ce logiciel, il faut de suite importer toute l'identité des élèves et des différents responsables. Il faut absolument, pour que la commune et pour l'école, ça soit quelque chose d'indolore. Il ne faut pas réécrire à la main, en quelque sorte, l'ensemble des élèves inscrits. Bien entendu, il y a ce qu'on appelle le LSU, en fait, c'est un connecteur qui permet d'exporter vers le ministère les compétences constatées sur chacun des élèves. Et puis, bien entendu, pour avoir un parcours sans couture, il faut se connecter aussi aux logiciels qui peuvent être dans les communes, des logiciels enfance-famille. Et vous avez tous entendu parler des ENT, l'environnement numérique de travail, qui est en fait une brique d'accès à des ressources pédagogiques qui peuvent être complémentaires à notre système d'information, qui est spécialisé en quelque sorte sur la vie scolaire. Et vous voyez, il n'y a pas d'antinomie entre un environnement numérique de travail et un logiciel de vie scolaire tel qu'on le demande. Et étant au groupe La Poste, en fait, notre sujet, c'est aussi de rendre accessibles ces solutions. Parce que, bien entendu, vous pouvez l'imaginer, même s'il y a des subventions qui sont accordées par le ministère, la question du coût d'accès au logiciel est un élément très important. Et nous avons fait le choix, très simplement, de parier sur ce qu'on appelle la massification, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir un nombre d'établissements de plus important pour proposer des prix les plus attractifs. Par exemple, pour mettre en place ce logiciel qui s'appelle Pronote Primaire, vous avez un coût de serveur, c'est 160 € hors taxe par an. Et surtout, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de penser le service qui était déployé en plus par élève. Ça fait 2,50 €. Et dans le cadre de l'appel à projet, vous le savez tous, l'État accompagne, sous réserve bien sûr de l'éligibilité des services de l'État au dossier, à une subvention de 50%. Mais en fait, ce qui est remonté du retour des communes et des écoles, c'est d'abord d'installer ce système d'information au sein de chaque école pour gérer en premier lieu la vie scolaire et de se connecter à un environnement numérique de travail qui ne fait pas nécessairement, n'assure pas tous les services que ce logiciel de vie scolaire promeut. Mais ils sont complémentaires. Et bien entendu, lorsqu'on parle de ce logiciel, au final, quelle est son accessibilité? C'est-à-dire, où vais-je le trouver? Et c'est là où on a trouvé l'opportunité de dire qu'il faut faire un lien entre la ressource numérique et les équipements.
C'est pour cela que dans la continuité du travail qu'on a réalisé, nos collègues du groupe La Poste ont depuis maintenant 4 ans décidé avec des partenaires de pouvoir distribuer partout en France, mais également dans les territoires d'outre-mer, une offre de services autour des équipements, on pourrait considérer des équipements de base. La première des choses, c'est de pouvoir mesurer que du point de vue du directeur ou de la directrice de l'école ou de l'enseignant, il fallait peut-être les doter, s'ils n'en avaient pas, d'ordinateurs portables, par exemple. Il fallait aussi, vis-à-vis de la gestion de la classe, de pouvoir proposer des tablettes tactiles. C'est en ce sens qu'on a souhaité proposer un PC. Vous voyez, c'est quelque chose de très classique, hein, c'est pas extraordinaire, mais en tous les cas, intégrer le logiciel de vie scolaire, le système d'information, directement dans ce PC. Et de la même façon, nous avons décidé d'équiper les tablettes qui seraient proposées pour la gestion des classes à l'ensemble des écoles qui le nécessiteraient et dans lequel on intégrerait dès le départ le logiciel de vie scolaire. Parce qu'il n'y a pas pire chose de commander des choses différentes et de s'apercevoir après qu'il fallait un accompagnement pour intégrer ce logiciel dans une tablette et avoir peut-être des problématiques à la mise en œuvre du sujet. Vis-à-vis de ces élèves, ces tablettes, assez simplement, on raisonne aussi à partir des bénéfices en termes d'usage pour l'élève, l'enseignant, la collectivité et bien sûr le sujet de l'accompagnement, parce que le sujet n'est pas que de livrer des tablettes, c'est aussi d'accompagner les communes qui les ont commandées dans leur déploiement au sein de l'école. C'est pour cela que d'une manière globale, ce qu'on a construit avec les collègues de la Poste, c'est de respecter l'ensemble de la chaîne de déploiement de ces services au travers de la préparation du matériel, sa livraison, bien entendu, son installation, et puis l'accompagnement par des formations pour la prise en main du matériel et du logiciel de Visco. Voilà. Donc, c'est le résultat de 2 années de travail avec près de 60 écoles, plusieurs, et bien sûr leurs collectivités, qui nous ont permis de pouvoir proposer cette contribution à l'appel à projet pour doter les écoles élémentaires d'un socle numérique de base. Voilà, Sébastien, j'ai essayé de respecter le temps imparti pour être plus dans l'échange que dans la présentation. C'est très bien, merci beaucoup Fabien. Il restait un petit peu de marge. Souhaites-tu apporter quelques compléments? Peut-être nous dire aujourd'hui combien d'écoles bénéficient de ces services-là? Alors aujourd'hui, nous sommes sur un parc de 60 écoles, hein, puisque le logiciel, la phase de recherche et développement s'est terminée fin d'année dernière. Et donc là, on est dans le déploiement de ces logiciels. Alors, pourquoi les sujets doivent être réfléchis à partir des usages? Les premiers clients que l'on a eus sont des clients qui relèvent de la francophonie, des pays, par exemple, là, voilà, le Gabon, le Maroc, enfin tous ces pays, en fait, pour bien se rendre compte, ces pays sont des fois un peu sous-équipés en termes d'équipement. Par contre, le seul équipement qu'ils ont en main, c'est un téléphone portable. Et de fait, on s'aperçoit que dans ces usages-là, sous couvert, bien entendu, de couverture très haut débit, de haut débit, hein, pour parler, puisque ce logiciel est accessible, parce que j'ai vécu dans une autre vie, j'étais directeur général adjoint d'une communauté d'agglomération, j'étais chargé de mission en préfecture sur la NTIC, et on sait que les problématiques de zones blanches sont importantes, et que quand on conçoit des outils, il faut les connecter à des réseaux qui peuvent nécessiter que du bas débit. Parce qu'il ne sert à rien de déployer un outil qui fonctionnait sous le très haut débit dans des territoires qui, malheureusement, n'accèdent pas encore au sujet du très haut débit. De la même chose par rapport à la couverture de téléphonie mobile. Mais ce qui est très intéressant dans le process de l'usage, c'est qu'on s'est aperçu que, par exemple, pour les collèges et les lycées,
70% des élèves, 80% des parents utilisent exclusivement leur téléphone ou leur tablette. Ouais. Et c'est ça c'est un élément très important parce que penser la réussite de l'installation d'un système d'information, c'est aussi bien le penser en termes de services et de fonctionnalités, par exemple pour la communauté pédagogique, mais c'est également par rapport au fait qu'il soit consommé et utile pour cette communauté pédagogique dans ses relations avec les parents et les élèves. Et donc de s'adapter aux usages que ces parents et ces élèves veulent avoir des services qui sont proposés. Compris. Dans le cadre de l'appel à projet, beaucoup de communes nous contactent pour disposer à la fois d'une plaquette, d'estimation par rapport à leur école. Vous voyez, j'ai déménagé de Paris pour aller à Torcy en Seine-et-Marne. J'irai voir le maire en tant que nouvel arrivant parce qu'il me donne ce système d'information-là. C'est clair. Autour de la table, dans vos territoires, la parole est libre, hein, vous pouvez connecter vos micros. Vous en êtes où de cette question de l'équipement de vos écoles aujourd'hui? Est-ce que vous vous apprêtez à répondre à cet appel à projet? Enfin, voilà, comment vous regardez le dossier? Vous avez fait le diagnostic ou pas? Allez-y, hein, lâchez-vous, racontez-nous. Bah, écoutez, nous, déjà, l'école était équipée d'un TBI Ouais. pour une classe avec la directrice. Et on voudrait équiper la classe des petits avec le TBI et prendre un vidéoprojecteur pour la classe principale, les plus grands. Ils auront un vidéoprojecteur interactif. Et donc, Pronote, on s'est déjà renseigné. Donc, on a pour ainsi dire validé parce que c'était très intéressant. Voilà, donc Pronote, des tablettes, alors un vidéoprojecteur interactif, des tablettes et un ordinateur qu'il nous faut en plus. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'il y a précisément dans ce socle numérique de base qui semble être un minimum, entre guillemets, vital? Dans l'appel à projet, c'est répertorié ce Il y a le a... TBI, le tableau Le tableau blanc interactif. interactif. Voilà. Ouais. Hein, donc, il y a des logiciels fournis par l'éducation. Les instituteurs utilisent ce logiciel et les enfants, donc, ils ont le tableau qui s'affiche, ils peuvent travailler avec la maîtresse. Mais bon, nous, on avait pris ça en 2009 et les ordinateurs, ils sont dépassés. C'est pour ça qu'il faut des tablettes maintenant adaptées. Voilà. Parce que c'était sur Windows XP, alors maintenant, c'est dépassé. Donc, voilà, les tablettes, ce serait l'idéal, quoi. Enfin, nous, on envisage d'acheter un ordinateur, des tablettes et un vidéoprojecteur. Voilà. Et Pronote, on s'est déjà renseigné, donc j'avais bien compris le système et c'est vrai que c'est bien fait. Et la directrice, elle trouvait que c'était pratique d'utilisation. Voilà. Voilà, pour nous, on en est. C'est combien d'élèves, l'école de Montaigu-le-Blin dans 37. 37 élèves. 37. Il y a CM1, CM2, CE1, CE2. D'accord. Voilà. Et les CPI sont où? À l'école de Boussé, parce que c'est un RPI. On a Boussé-Montaigu, donc à Boussé, ils ont les maternelles, hein, les 3 sections de maternelle et les CP. Voilà. Ah oui, c'est les nouveaux cycles, là, c'est les cycles 1, cycle 2, voilà, qui sont parfois, enfin, en général, à cheval entre deux établissements. Petite section, moyenne section, grande section et CP. D'accord, voilà. Ok. Bon, en tout, on a 76 élèves en comptant les 2 communes, quoi. Voilà. Mais on travaille par commune. Chaque commune est responsable de l'école et voilà. Et pour les équipements, on travaille séparément. Voilà. Merci Jacqueline pour ce témoignage. Je vous en prie, merci. D'autres témoignages autour de la table virtuelle? Racontez-nous où vous en êtes. Ils sont dans les choux. J'ai retiré le son. Vous pouvez brancher vos micros. Hein. Tout à l'heure, on nous a dit de les débrancher, c'est pour ça. Bonjour. Et on a eu de la chance. Ah, madame. Bonjour. Bonjour, Marie-Christine Touvenin pour la commune d'Écrainville en Seine-Maritime. 1050 habitants, une école primaire, 5 classes, 2 maternelles, 3 élémentaires,
125 élèves en tout. Et récemment, nous avons souscrit au projet Label numérique. Et grâce aux subventions de l'éducation nationale, etc., nous avons, et puis aussi nous avons fait la jointure à la mairie, nous avons eu un ENI, un écran numérique c'est ça, interactif pour les maternelles, et 18 tablettes, c'est-à-dire 6 tablettes par classe élémentaire. Voilà où nous en sommes. Mais j'ai été très, très intéressée de savoir ce qui existait ailleurs, et surtout ce socle basique de base me semblait tout à fait intéressant. Donc voilà. Merci beaucoup Je vous en prie. de ce témoignage. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a l'ENT, s'il est généralisé dans les collèges et les lycées, quelque part, toutes les écoles n'ont pas d'outils pour communiquer finalement autour de ce qu'on appelle la communauté éducative. Il y a la communauté pédagogique, les enseignants, enfin on est dans l'éducation nationale, mais la communauté éducative, c'est les enseignants, c'est les parents, c'est les élèves, c'est les équipes péripédagogiques, c'est parfois le périscolaire avec les associations du village. Bon, on va peut-être pas tout de suite aller là, mais clairement, aujourd'hui, vous en êtes où en termes de ce qui pourrait être un ENT des écoles autour de la table? Et puis après, on viendra effectivement à la question des Landes. Oui, allez-y, pour les Landes. Non, merci, Monsieur Ferrazza. Non, Sébastien, je voulais juste ouvrir le débat sur la connectivité et le réseau, les prises électriques, les prises réseau. Ça fait partie intégrante de l'appel à projet du premier degré. Alors moi, je suis dans le second degré, je ne m'en occupe pas, mais c'est quelque chose qu'on a suivi pour éventuellement conseiller les communes landaises qui voudraient se brancher. C'est quelque chose de vraiment très important. Donc ma question, elle porte sur les prérequis techniques. C'est pas juste un appel à projet sur du matériel tel que j'ai pu l'entendre jusqu'à présent, aussi sur les plateformes et sur les services, mais il y a une partie réseau pour pouvoir aider les communes à amener de l'électricité ou à amener du réseau et de l'Internet. Et donc, ma question à M. Ferrazza, c'est quels sont les prérequis techniques nécessaires à une bonne utilisation de Pronote en classe? Alors, voilà, donc, in fine, le premier requis technique, c'est de disposer d'une connexion. Ça, c'est la base. Par rapport aux flux qui sont passés, on a conçu le dispositif pour qu'il puisse fonctionner à minima à partir de bas débit. Ce qui est très important, c'est que sur l'histoire qu'on en a connue pour les collèges et les lycées, nous avons fait la préconisation d'héberger toutes les données dans notre infrastructure et non pas au sein de l'école, pour des questions à la fois de sécurité, mais aussi de conservation de données, très simplement. Et en termes de prérequis techniques, je ne vois que ceux-là qui sont aujourd'hui nécessaires. On fonctionne de la même façon. En fait, les prérequis techniques sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour le logiciel Pronote dans le secondaire, pour les collèges et les lycées. La question, effectivement, vous est posée par Pierre-Louis Gavanne du département des Landes, qui a une des plus anciennes agences départementales du numérique et d'accompagnement justement des communes. Donc, c'est important un peu partout en France. Enfin, il y a une quarantaine d'agences sur un modèle proche. Et c'est vrai que ce cahier des charges, ce diagnostic de la connectivité, il est important. C'est des choses que vous faites, Pierre-Louis, ça, ou vous avez des choses à partager avec les communes de votre territoire en termes de kit minimal ou pas? Non, c'est l'ALPI, comme vous venez de le dire, l'Agence landaise pour l'informatique, qui s'occupe de conseiller les communes adhérentes. C'est un syndicat mixte, comme ça peut exister dans d'autres départements, dans la Somme, dans l'Hérault, un syndicat mixte qui regroupe les communes. Et par cet intermédiaire qui intervient dans les écoles des communes. C'est eux qui font le diagnostic. Mais alors, j'ai bien compris votre réponse, M. Ferrazza.
sur interrompez-moi si jamais je me trompe, donc l'accès à Pronote quand il y a plusieurs classes, plusieurs salles de classe, plusieurs institutrices, c'est le même, parce qu'il n'y a pas comme vous l'avez dit, il n'y a pas de serveur, dans les écoles élémentaires et maternelles. Donc tout se fait en mode hébergé. C'est la solution que vous. Absolument. Okay. En fait, c'est l'expérience acquise sur les collèges et les lycées. Pour tout vous dire, on a 8000 lycées et collèges qui sont équipés du logiciel Pronote. Et 2000 sont encore en mode hébergé, on va dire, local. Et les recommandations même du ministère, c'est de converger vers la gestion en infrastructure propre pour éviter toute problématique dans la conservation des données, puisque celles-ci sont à la fois essentielles pour la vie de l'établissement, mais elles sont aussi essentielles pour le ministère, dans l'exploitation des données qu'il peut en faire pour gérer l'ensemble de l'activité. Et l'autre sujet, c'est que nous avons garanti par rapport à la demande qu'il pourrait avoir la capacité de déployer 900 écoles jour. C'est-à-dire qu'on a construit une infrastructure technique nationale, hein, très concrètement, parce que face à la demande qu'il pourrait avoir, notre infrastructure est capable de supporter 900 déploiements d'écoles. Et on raisonne par école, pas par classe. Quand on installe sur l'école, après, bien sûr, on gère bien sûr le sujet des classes au regard de l'organisation de chaque école. Et on n'a pas voulu réfléchir à l'échelle de la commune parce qu'on aurait pu penser à un déploiement uniforme d'une école à une autre sur le même territoire communal. Il nous a semblé nécessaire d'abord de travailler avec l'équipe pédagogique. Et le mode de déploiement, comme vous le citiez, monsieur, sur les prérequis techniques, c'est qu'on fait le pari que ce logiciel puisse être suffisamment, entre guillemets, intuitif pour qu'il se déploie facilement comme une application sur téléphone mobile, très simplement. Et à partir de là, nous avons mis en place une plateforme d'assistance pour répondre pas aux problématiques de mise en place, hein, mais également de proposer, parce que très souvent, nos collègues dans les écoles sont très créatifs et expriment de nouveaux besoins et pour lesquels, en fait, on fait des développements spécifiques, sans coût supplémentaire. C'est le modèle qui a été utilisé pour le collège et les lycées. Et l'autre élément par rapport, je me permets, par rapport à la question de Sébastien sur le sujet des ENT, il faut savoir que derrière tous les ENT du secondaire, majoritairement, vous avez le logiciel Pronote. Hein, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est que c'est bien l'ensemble qui fonctionne parfaitement. Un ayant un objet spécifique, c'est gérer la vie scolaire, et l'autre d'être le portail pour apporter des ressources pédagogiques. Mais je parlerai peut-être sous le contrôle de notre collègue du rectorat de la Réunion ou d'autres personnes qui sont là, ou même vous, monsieur, enfin vous hein, sur le sujet, parce qu'il faut pas, c'est l'alliance des deux qui fait l'ensemble du sujet. Hein, c'est je gère un établissement, j'ai besoin d'un système d'information parce que j'ai besoin de services de base et j'ai besoin d'un ENT pour apporter aussi les éléments, les ressources pédagogiques au sens du schéma directeur proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Merci Fabien. Une remarque, un complément de Jean-Marc Faure qui questionne peut-être plus l'utilisation pédagogique des tablettes ou des... Je pense que c'est ça qu'il a en tête. Il nous dit le public, c'est les élèves, maîtrise des équipements nomades dans un but ludique, des réseaux sociaux, voire quelquefois réseaux soucieux. Mais une utilisation pédagogique, c'est plus problématique. Jean-Marc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je te laisse te présenter à Fabien. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Fabien. Oui, alors moi j'ai terminé ma carrière dans quelques semaines. J'étais dans le second degré, je vais le dire, professionnel. Donc c'était des adolescents, mais qui avaient un parcours en primaire. Mais nous avions cette problématique. Alors
c'est une autre approche, parce que c'est normal dans le secondaire professionnel ou général, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et ainsi de suite, et toutes les messageries. C'est ludique, mais par contre, quand il faut avoir une approche comme les collègues en primaire pédagogique, alors là, c'est une autre paire de manches. Par exemple, bien sûr, ils ont, par exemple, en bac pro, un dossier professionnel, par exemple, à présenter en soutenance. Et donc, bien sûr, il faut maîtriser Word, il faut maîtriser un petit peu Excel. Et là, c'est difficile. C'est compliqué. C'est très difficile. Voilà. Pas tous, mais quand même, je dirais de tête, je dirais oui, c'est 50% des effectifs qui ont déjà des difficultés à maîtriser par moment déjà la langue écrite et puis l'expression. Alors, quand il faut le traduire sur un dossier, c'est déjà difficile. Et c'est pareil pour les recherches au centre de ressources ou CDI, c'est-à-dire que, bon, on a des moyens, on peut bloquer. Hein, le responsable du CDI, parce que j'y ai participé à la fin de ma carrière en aide, mais on peut bloquer parce qu'on voit les écrans, mais très rapidement, au lieu de faire de la recherche, on va se promener un peu partout, quoi. Voilà. Hein. René Cerisier de Montamisé confirme dans le chat, effectivement, elle nous dit en effet, toutes les recherches confirment les propos de Jean-Marc, et pas seulement en enseignement professionnel. Donc ça, c'est un défi pédagogique, par contre. Ça. Une autre question pour Fabien, et puis pour tous les participants, est-ce que vous avez participé, alors je m'adresse aux collègues, aux ateliers de Canopé ou autres sur le codage? Alors, vous pouvez lever la main à travers vos outils pour nous dire si vous avez participé ou pas. Je sais que Canopé, moi je suis dans l'un, mais dans l'interface ailleurs, réaction en bas de votre écran, vous avez réaction et vous pouvez lever la main. Voilà, comme ça. Donc, visiblement, non. Jean-Marc, voilà. Tu as ta réponse. Une autre question justement de la réunion de Christophe Piombo. Comment se fait l'intégration de Pronote aux ENT du premier degré comme One ou Benelux School? Alors, assez simplement, bon, techniquement, ça s'appelle un connecteur. Moi, je parle de tuyau. Très simplement, vous connectez un tuyau entre Pronote et l'ENT. N'importe quel type de NT, c'est ce que nous faisons depuis de longues années avec les ENT du second degré. Donc, en fait, le sujet est de savoir dans le portail ENT quelles sont les informations de vie scolaire que vous voulez faire remonter. Et on définit cela avec la maîtrise d'ouvrage, pas avec l'opérateur, hein, avec le besoin exprimé par la collectivité, de dire voici le niveau de service en complément des ressources pédagogiques que je propose. L'élément important, parce que j'ai vécu aussi en collectivité, c'est que très souvent, des opérateurs vous proposent de payer ces tuyaux. C'est ça un des blocages. Et dans notre cas, tous les tuyaux nécessaires à connecter Pronote primaire avec un ENT, un logiciel enfance-famille, ou toute autre brique de service qui serait jugée nécessaire par la commune, le PCI ou les regroupements pédagogiques intercommunaux, sont intégrés au prix. C'est pour ça que je ne vous ferai pas l'affront de dire que ce n'est pas gratuit, mais dans l'offre de base du serveur à 50 € par an et à 2,50 €, tous les tuyaux sont prévus. Ce qui a fait aussi le succès de Pronote dans le second degré, c'est sa capacité à rester ouvert, et ça, on va le conserver, parce que pour nous, c'est très important. C'est d'autant plus important, c'est que quand on équipe 80% des établissements du second degré, vous voyez bien que notre sujet, quand on propose Pronote pour le primaire, c'est d'assurer une continuité entre le premier et le second degré.
Christophe avait une question complémentaire. Il dit entre Pronote et l'ENT ou l'ENT et Pronote. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, Christophe. Oui, oui, bonsoir à tous. Merci de me la donner. Effectivement, ça peut être plus clair de vive voix que par texte. Donc, ma question, en fait, elle est la suivante. Concernant l'ingénierie que vous avez proposée, souvent, vous parlez de Pronote comme étant le point d'entrée, si je comprends bien, au niveau du système d'information dans l'école, pour aller potentiellement vers un ENT, pour aller potentiellement vers des manuels numériques, etc. Or, depuis 2006, le ministère de l'Éducation nationale a posé les ENT comme étant la pierre angulaire du système d'information et étant le point d'entrée, le cadre de confiance, d'où l'école de la confiance, le cadre de confiance qui doit être le point d'entrée pour aller vers des services tels que Pronote. Par exemple, quand on est dans le second degré, vous le citez souvent, et moi arrivant de Toulouse, donc je connaissais très bien Pronote et je rejoins ce que vous dites, hein, c'est 99% des établissements qui utilisent Pronote comme service scolaire. Tous les collèges et les lycées ont le NT Cosmos de déployer sur Toulouse, par exemple, et ils ont une brique qui leur permet, comme vous le dites, par un connecteur, de rebondir vers les services de vie scolaire de Pronote, le cahier de texte, etc. Donc ma question est au niveau du premier degré, sachant qu'à mon avis, les besoins en vie scolaire sont totalement différents de ceux que l'on peut avoir en collège et en lycée, comment vous faites l'intégration de votre service vis-à-vis des ENT qui sont, c'est souvent dit hein, par les collègues du premier degré, beaucoup plus pédagogiques que ceux du second degré et qui donc fait que les enseignants ont beaucoup plus l'habitude de les utiliser pour appuyer leur pédagogie, assister leur pédagogie ou augmenter leur pédagogie, je dirais, avec ces outils-là. Et donc leur ajouter cette brique de vie scolaire proposée par Pronote. Voilà un peu ma question. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Quelle est la valeur ajoutée en fait de votre service vis-à-vis des ENT premier degré qui sont vraiment avec des structures totalement différentes de celles du second degré? Alors, bien entendu, alors, pour votre question sur l'ENT et le portail d'entrée, hein, on s'est aperçu dans le second degré, et je vous dis, c'est une discussion que j'avais avec le GIP Ressia de la région Centre-Val de Loire, qui me disait, Fabien, il faut continuer à travailler ensemble sur l'intégration des données sur le portail ENT. Et en fait, une des problématiques que l'on voit, hein, c'est que, en fait, comme le portail ENT de la région Centre, mais c'est peut-être différent de Cosmos ou d'autres, hein, c'est qu'en fait, pourquoi Pronote est, entre guillemets, plébiscité, même si je n'ai pas le terme parce qu'on ne fait pas la compétition, hein, ce n'est pas le sujet, c'est qu'en fait, comme l'usage se passe par l'application mobile, par exemple, le portail ENT de la région Centre n'a pas d'application mobile. Ce qui fait que, vis-à-vis de l'usage qui en est fait, on s'est aperçu que la majorité des services passaient d'abord par Pronote. Ça, c'est le premier élément. Concernant les différences fonctionnelles entre un ENT, alors pour travailler par exemple avec Benelux ou Cosmos, avec qui on échange, hein, mais les autres avec One, enfin tous les opérateurs de la place, il est clair, en termes de fonctionnalité, hein, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas de tout ce qu'on a observé, c'est que les services de vie scolaire tels qu'ils sont proposés dans Pronote primaire sont beaucoup plus complets que les ENT du premier degré. Tout en sachant que ce que nous avons dû faire, ce n'est pas d'aller vers l'intégration de services pédagogiques, puisque ce sont les ENT à les apporter, et de faire en sorte que l'ENT conserve cette fonction de porte d'entrée. Donc, notre appréciation dans les fonctionnalités, c'est que nous estimons qu'il est plus complet que les services proposés par les ENT, en dehors, bien entendu, des ressources pédagogiques nécessaires. Alors, sur l'EduConnect, bien entendu, alors pour vous expliquer, être totalement transparent avec vous sur Index Éducation et Pronote, c'est à l'invitation du ministère de l'Éducation nationale que Pronote est entré dans le giron de DocaPost. Pour vous dire, en fait, le sujet. Le sujet, très clair avec vous, moi j'ai vécu cette demande du directeur de cabinet du ministre
au mois de mars de l'année dernière, ce qui nous a permis de travailler toute l'année sur le sujet. Et que, bien entendu, je profite de cette information pour répondre à la question d'EduConnect, puisque la direction numérique de l'éducation a déployé, je parle sous le contrôle du collègue en rectorat, a déployé EduConnect, et nous avons prévu de déployer à partir de Pronote EduConnect à partir de la rentrée 2021, pour la rentrée 2021. Donc, c'est un système d'authentification très structurant. Parce que pardon, excusez-moi, c'est transparent pour les collectivités, pour l'instant de second degré, mais ou est-ce que ça va nécessiter quelque chose Non, c'est uniquement entre le portail de l'État et Index. Oui, voilà, c'est développement. Ouais. C'est ça. Parfait. Il y avait la question précédente qui concernait les tarifs, s'il vous plaît. Alors, les tarifs sont différents. Entre le second degré et l'école primaire. Et donc, aujourd'hui, sur la question des tranches, on n'est pas été assez finement dans le sujet, donc on le fait au cas par cas. Par exemple, dans le cadre de l'appel à projet, ce qui est arrivé au départ, c'était des demandes pour une école avec 150 élèves en moyenne. Et bien entendu, madame du département de l'Allier, des petites communes sont venues, c'est pas péjoratif quand je dis petite, mais en tout cas en termes de taille, sont venues nous demander, donc on fait du spécifique. Donc aujourd'hui, on n'a pas de tranche établie. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on a un coût de serveur à 160 € hors taxe par an, et on a un prix à l'élève en termes de service par an à 2,50 €. Ça a l'air clair pour tout le monde. D'autres questions, d'autres témoignages? N'hésitez pas, c'est le moment. Il nous reste 10 minutes d'échange tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais désigner, comme je fais d'habitude. Juste peut-être, si vous me le permettez, je rajouterai une question. Donc, vous parlez de primaire, ce qui sous-entend, sauf erreur de ma part, que vous adressez donc aux maternelles et aux élémentaires avec l'outil. C'est vrai, excusez-moi, c'est vrai que c'est un abus de langage. Aujourd'hui, on propose le système d'information hors école maternelle. D'accord, ok. En tous les cas, ce qu'on avait ressenti dans les expérimentations, c'est que les usages par rapport à ce système d'information étaient aussi totalement différents. Entre l'école élémentaire et l'école maternelle. Mais on est en train de poser deux sujets, en fait, très simplement. Le premier, c'est élargir le périmètre des écoles maternelles. Ça, c'est le premier sujet. Et on inscrit, parce que votre question m'amène à dire cela, que nous nous dirigeons pour devenir un ENT. En tous les cas, on engage les travaux de réflexion autour de tout cela. D'accord. Pierre-Louis, il y a plein de questions qui sont dans le je rebondis immédiatement sur ce que vient de me dire M. Ferrazza, parce que nous, on n'en a pas de ENT dans les Landes. Il est géré par l'Académie de Bordeaux pour les 5 départements d'Aquitaine. Donc, Pronote est utilisé par 38 des 39 collèges publics landais. Très utilisé notamment l'an dernier pendant la période où les écoles étaient fermées. Mais lors des états généraux, ce qui a été remonté par les participants, les enseignants, les référents numériques, c'est que pour être un ENT, j'allais dire complet, il manque 2-3 petites choses, notamment un espace de stockage important. Puis bon, après, on peut imaginer, puisque c'est la Poste et que avec l'identité numérique et Digipost, vous avez d'autres cordes à votre arc qu'on pourrait, je sais pas, la signature électronique, je sais pas si c'est pertinent ou pas pertinent. Venez à Docapost. Est-ce que alors donc ma question pour pas être trop long, ma question c'est, puisque vous vous engagez à être un véritable ENT, est-ce que on va réfléchir. Ce que je dis, c'est à brève échéance, à rajouter d'autres services, voilà. Alors, on ouvre la réflexion stratégique pour savoir oui ou non on va sur un ENT, puisque au final, il faut d'abord regarder
et le besoin, certains départements, comme vous disiez, monsieur, par rapport au taux de couverture de Pronote dans un département de votre région nous demande de devenir un ENT. Voilà. Deux départements en Île-de-France nous demandent la même chose. Bien entendu, quand on a des départements qui nous posent la question, ou des régions, on les écoute pour mesurer derrière l'intérêt et surtout le travail et surtout, je dirais, vous l'avez cité, les services supplémentaires. Vous voyez, en début de présentation, je partageais que l'histoire de DocaPost sur la jeunesse est partie des cartes des collégiens et des lycéens pour gérer les dispositifs, ce qu'on appelait avant les chèques collégiens, par exemple. C'est-à-dire que les aides qui pouvaient être accordées. Bien entendu, en partant de Pronote, pour faire simple, nous allons étendre la couverture de services à cette carte collégien parce qu'il n'est pas pensable du point de vue du même usager d'avoir 2 canaux d'enrôlement, par exemple. Pour simplifier sa vie, il faut absolument réunir ces éléments-là. D'autre part, ce à quoi on réfléchit, c'est à partir de ce socle d'information, ce système d'information, comment je renforce cette exigence de confiance que les collectivités, mais également les usagers nous demandent par rapport à des nouveaux services. Vous parliez d'identité numérique. Si je prends EduConnect, c'est un système d'authentification. Donc pour moi, le ministère amène à cette valeur très importante dans la sécurité de l'authentification et la reconnaissance du parent et de l'élève et de réconcilier les deux, puisqu'en fait le sujet, c'est bien de réconcilier les deux. Bien entendu, dans ce trousseau numérique que j'appelle, la clé qu'on propose, c'est aussi un coffre-fort numérique dans lequel vous pouvez archiver des documents. Dans les documents qui sont envoyés par les parents, par l'école aux parents, on peut adosser des documents qui peuvent être signés électroniquement, puisque au sein de DocaPost, nous avons des services de signature. Et donc tout ça, on va engager une réflexion et des recherches et développement, parce qu'encore une fois, je pense que le vrai bénéfice des solutions que n'importe qui peut proposer, je ne parle pas que de DocaPost, c'est d'abord de rencontrer le service par l'usage. Enfin, pour ma part, ça ne sert à rien de penser les meilleurs usages possibles s'ils ne sont pas consommés par celles et ceux qui doivent le consommer. Et donc, ça veut dire comment rendre le service le mieux possible aux usagers. Et dans le cas d'espèce, c'est bien la communauté pédagogique, c'est bien les parents et les familles. C'est comme cela que nous avons construit. Donc, c'est vrai qu'on est en train de bâtir, suite à la demande de collectivités territoriales, je dirais une roadmap, une feuille de route, qui va nous permettre d'intégrer progressivement les services qui sont aujourd'hui plébiscités. Voilà. Et en tous les cas, sur le primaire, ce qui est vrai, mais M. Pion peut me contredire, je n'ai pas de sujet avec ça, c'est que le premier sujet, c'est d'équiper les écoles d'un système d'information pour gérer la vie scolaire. Et après, par exemple, par rapport à la commune, c'est là aussi, quand on voit la commune, j'ai développé aussi des solutions d'enfance-famille pour des communes, et j'en ai acheté en tant qu'ancien DGA de collectivité. Mon sujet, c'est par exemple, quand je gère mes activités péri et extrascolaires, il ne serait pas inutile que ces activités péri ou extrascolaires se retrouvent dans l'emploi du temps de l'élève et qu'ils ne soient pas jurés des deux côtés. De la même façon, quand un parent, au travers du logiciel Pronote, peut donner une information selon laquelle son enfant n'ira pas pour différentes raisons manger à la cantine, il faut absolument que la commune qui gère ce sujet-là soit informée. Enfin, tous ces services qui peuvent paraître des fois anodins du point de vue de l'usager, où ça paraît simple, bien entendu, d'informer, c'est derrière toutes les conséquences en matière de gestion et d'optimisation de la ressource publique, puisque au final, on en est sur ces sujets-là. Donc voilà. Donc en tous les cas, sur la perspective de devenir un NT, c'est un horizon auquel on réfléchit, et on le réfléchit en lien avec des collectivités territoriales qui souhaitent s'engager sur cette voie-là. Moi, j'ai une question par rapport à justement à l'équipement des familles, parce que c'est l'autre enjeu. On a pu détecter un certain nombre important de difficultés dans les familles pendant la période de confinement, faute de connexion ou plus souvent d'équipement en nombre suffisant pour le nombre d'enfants. Est-ce que, là je prends une copie un peu plus large, est-ce que le groupe La Poste, qui est au contact des familles et des populations,
un sujet là-dessus? Est-ce que vous seriez mobilisable pour y réfléchir ou, En tous les cas, on a réfléchi rapidement, enfin, en tout cas au mois de mars, pour avoir été vraiment au début de l'histoire du ministère, il y avait 2 sujets. Mais je parle sous contrôle aussi du collègue qui est là, qui représente l'éducation nationale. Il y avait 2 demandes du ministre qui étaient d'une part de pouvoir déployer des équipements auprès de celles et ceux qui en avaient besoin, en lien avec les collectivités territoriales. Donc là, la Poste offre logistique en quelque sorte de déploiement, mais si dans les conditions qui ont été les nôtres pendant ce premier confinement, comme tout le monde, on a été surpris et c'est vrai qu'on a eu certaines problématiques qu'on a voulu résoudre très rapidement. Le deuxième sujet, le deuxième service, et je m'en rappellerai toute ma vie, je pense, c'est lorsque, en fait, le ministre a dit « mais j'ai une partie des familles qui sont en situation de déconnexion numérique, mais en déconnexion numérique totale. Quelle est la solution pour permettre d'assurer à minima une continuité pédagogique, c'est-à-dire de ne pas perdre le lien avec les élèves et les familles ?» Et ce que nous avons mis en place, je vous le dis, c'était en 10 jours. Hein. En 10 jours, c'était été de construire ce qu'on appelle une plateforme qui a été mise à disposition des utilisateurs de l'éducation nationale, qui en avaient l'utilité, parce que lorsqu'on est arrivé, ce qui était très intéressant, c'est que bien entendu, localement, sur le terrain, les équipes avaient aussi trouvé des solutions, je ne dis pas de système D, mais qui avaient assuré, qui s'étaient organisées pour pouvoir assurer cette continuité pédagogique. Et donc, nous, on a apporté un service supplémentaire qui s'appelle une imprimante virtuelle. Et là aussi, pour rejoindre le sujet du collègue qui posait la question de savoir si on allait ajouter d'autres services dans Pronote, c'est une imprimante virtuelle qui permet à un utilisateur de dire le document qu'il souhaite télécharger, de le mettre dans la plateforme, et cette plateforme est reliée à nos centres de production de papier qui impriment les documents, donc les devoirs, qu'on a mis sous pli, qu'on a affranchis et qu'on a envoyé aux familles qui s'étaient déclarées en situation de déconnexion numérique, ou que les enseignants ou les chefs d'établissement ou les directeurs d'école avaient identifié comme étant en situation de déconnexion numérique. Et à partir de là, nos facteurs, dans les conditions qui étaient celles du confinement, ont pu adresser ces devoirs aux familles. Ces familles ont bien entendu eu l'occasion, avec leurs enfants, de réaliser ces devoirs. Et dans cette enveloppe qu'on avait envoyée, il y avait une enveloppe T. C'est-à-dire que les parents avaient la capacité de pouvoir mettre les devoirs réalisés dans cette enveloppe, de nous la retourner, devoirs qu'on a numérisés et qu'on a mis à disposition sur un site internet pour que les collègues de l'éducation nationale, et en particulier les enseignants, puissent les consulter afin d'observer si les devoirs ont été réalisés. L'objectif n'était pas de contrôler le résultat des exercices réalisés, mais de s'assurer que les devoirs ont pu être réalisés et en fait d'assurer cette continuité pédagogique. Et donc là, c'est à peu près 50 familles qui ont été en situation de pouvoir bénéficier de ce service, avec une forte mobilisation des rectorats et des DAZN et des établissements pour réaliser ce service. Et bien entendu, le sujet était, on va dire, consommé de manière hétérogène selon le territoire national. C'est qu'on s'est aperçu que des départements qui avaient des problématiques de connexion très haut débit ne pouvaient pas utiliser les outils numériques qui étaient mis à disposition. Mais c'est aussi des territoires à très forte densité. Je pourrais citer des départements de la région Île-de-France, qui, eux, pour des raisons sociales, n'arrivaient pas à assurer cette continuité pédagogique avec des élèves qui n'avaient pas d'outils, d'équipement. Et donc, c'est ces 2 problématiques à la fois territoriales et sociales qu'on a dû adresser dans les meilleurs délais dans la période qu'on a été. Donc oui, notre sujet, c'est, moi, c'est l'ancien, c'est pas l'ancien parce que je fais toujours partie de la fonction publique. Je pense qu'il y a un principe très fort dans le secteur public qui est le principe d'égalité de traitement de l'usager devant le service. Et il y a la possibilité, bien sûr, d'offrir des services numériques,
Mais il y a nos concitoyens, nos compatriotes souhaitent aussi plébisciter l'usage du guichet, mais aussi l'usage physique, en quelque sorte, des services. Et il faut pouvoir couvrir l'ensemble de ces champs. Il n'y a pas que, je ne crois pas, pour tout vous dire, à des solutions dans le secteur public 100% digital. Parce que le premier sujet, c'est de répondre aux besoins de l'usager et donc aux citoyens que les acteurs publics adressent au titre de leur politique publique. Donc, il faut ce que j'appelle, excusez-moi du terme, figital. C'est le mariage entre le digital et le physique. Merci, merci Fabien, merci à toutes et à tous. Pour continuer je vais inviter Fabien à publier dans l'espace de conversation son email, de manière à ce que vous puissiez continuer de vous entretenir avec lui sur ces sujets. Avec plaisir. La semaine prochaine, il n'y aura pas de lundi de Ruralitique puisque nous avons un désistement d'intervenants qui présente ses excuses, évidemment, ce sont des choses qui arrivent. Et nous nous retrouverons donc dans 2 semaines autour de Baptiste Billon-Grand, qui est animateur au sein d'une structure qui s'appelle Pour l'Action Jeune et qui vous parlera d'une expérience de web radio du côté de Grenoble. Extrêmement intéressant, on voit émerger dans le champ scolaire, mais aussi dans le périscolaire, des initiatives de web radio qui permettent aux jeunes des territoires de s'emparer de leur territoire, d'y être à la fois des journalistes, des réalisateurs, des speakers. Et quelque part, c'est une manière pour eux de s'approprier un territoire dans lequel parfois ils habitent sans l'habiter vraiment. Et voilà, c'est Baptiste Billon-Grand qui vous présentera ça. Donc, on sera le 29 mars, toujours à 17h30. Merci encore à toutes et à tous. Passez une excellente soirée. Merci encore Fabien Ferrazza. Bonne soirée. Et tout le meilleur. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.